10 euros offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant avec le lien en description. Samedi matin, très tôt, café, double café, douche froide. On est peut-être prêt pour mes 10 questions du moment, les amis. J'espère que tout roule pour vous. Très très content de vous retrouver. Pour lancer ce week-end, on l'a fait il y a 2 semaines. J'avais pas mal d'interrogations sur ce début de saison. Aujourd'hui, Liverpool, la Roma, Lennart Karl, Lamine Yamal, un petit tour par la Ligue 1. Beaucoup de choses à évoquer avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon début de week-end. Démarrons avec le dauphin en Ligue 1. Ma question, qui sera le dauphin du Paris Saint-Germain ? Alors, je me pose cette question. Théoriquement, le Paris Saint-Germain est en train d'ouvrir la porte, de la laisser entrouverte. Ils n'ont qu'un petit point d'avance sur Monaco, le dauphin pour l'instant. À ce stade, j'ai pas encore de raison de penser que quelqu'un peut vraiment les concurrencer sur 34 journées. Je suis encore dans l'optique, le traumatisme de quasiment une décennie maintenant, de se dire faut plutôt réfléchir à la deuxième place. Mais cette question, en revanche, elle est très ouverte, très intéressante. Qui est-ce que ce sera ? On a Monaco à 20 points, Marseille, Strasbourg et l'OL et Lens à 19, Lille et Nice à 17. Donc 7 équipes qui se tiennent en 3 petits points. Qui est-ce que ce sera ? Bon, pour l'instant, je suis encore très très sur Marseille. On verra, mais pour moi, ça devrait être pour eux. Ils l'ont fait 3 fois sur les 6 dernières saisons. Ils sont certes très inconstants et sur une mauvaise passe. 3 rencontres d'affilée sans victoire. Ils ont lâché des points vitaux contre Angers. Mercredi dernier, ils ont la Champions, notamment ce match contre l'Atalanta mercredi prochain qui m'intéresse beaucoup. Après Newcastle, donc des matchs où tu peux laisser un petit peu d'influx. Et ils ont pas mal de blessés. Balerdi qui est out, Medina qui est out, notamment pour aujourd'hui. Ce week-end contre Auxerre, Kondogbia qui est out, Ahmed Traoré qui est out. Ça n'empêche que le 11 qui peuvent aligner, c'est Massilia Zone qui a créé ce petit visuel. Ce 11 qui peuvent aligner, je kiffe à peu près tous les joueurs. Aubameyang, Robinho Vas en pointe, Greenwood, Pajao sur les ailes, s'ils font ça, Højbjerg, O'Reilly en double pivot. Ok, Medina est out, Balerdi est out, ils peuvent quand même faire un duo de défenseurs centraux Aguerd-Pavard. Donc c'est pas mal. Et lui en particulier, alors le but contre Angers, le deuxième but, parce qu'il met les 2 buts de ce match, Robinho Vas, son doublé contre Angers, le deuxième, l'enchaînement, entrée de surface, ça là, le premier contrôle, et ensuite, la feinte de corps pour s'ouvrir un petit espace, et la finition, la frappe sèche premier poteau. Honnêtement, j'ai vu cette action. On n'avait pas mis Robinho Vas dans nos joueurs breakout du début de saison quand on a fait cette vidéo il y a quelques temps, parce qu'il n'a pas encore eu assez de temps de jeu. Mais si on refait la vidéo dans quelques semaines, et la vidéo qu'on va faire sur les joueurs à suivre de Ligue 1 qui sort très vite, n'hésitez pas encore, je continue de prendre vos suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Les étoiles de demain, les cracks à suivre, 10, 20 noms peut-être qu'on se fera. Il sera dedans, je peux spoiler déjà. Cet enchaînement-là, c'est un de ces moments où je suis en mode ok, j'en ai assez vu. C'est un crack et tellement d'athlétisme, la force des appuis et la finition, ça m'a pas mal choqué. Donc moi je le dis depuis le début de saison, j'aime beaucoup l'effectif de l'OM, il y a beaucoup de joueurs que je kiffe. Dans ce 11-là, je trouve ça assez hardcore. Même avec leurs blessures, ils peuvent déjà mettre de top joueurs. Ils ont battu le Paris Saint-Germain. Ils sont en différentiel d'XG et même par 90 minutes, donc même si on enlève le fait qu'ils ont joué 10 matchs et d'autres ont moins joué, ils ont un très bon différentiel d'XG, 5e sur 96 des 5 championnats majeurs. Donc les performances sous-jacentes, elles sont là. Les secteurs offensifs, il est très très chaud. Sur le différentiel d'XG d'ailleurs, il y a pas mal d'équipes de Ligue 1, Strasbourg, l'OL et Monaco, qui suivent l'Olympique de Marseille, ce qui nous montre à quel point, il y a de belles équipes qui se concurrencent sur le haut de tableau. La deuxième place, c'était notre première question, le favori derrière Paris, le Dauphin. Mais comme il y a 3+1 sièges pour la Champions, on pourrait avoir une belle bataille pour la C1 jusqu'au bout. Ça va être pas mal. Voilà pour ma première question. On verra. Juste une question pour l'instant. Je mets encore l'OM net favori pour cette place de Dauphin. Ma deuxième question, c'est comment va rebondir Lamine Yamal ?
Le premier grand moment de difficulté de sa carrière, il est là. Et il y a quelques semaines, on disait le défi central de la carrière de Yamal sera de conserver l'humilité que le niveau ultime exige. Les tentations de l'orgueil seront là chaque saison, car ce péril a toujours menacé les génies. Mais il est un génie, et si la tête suit, il sera au panthéon de ce sport. Et avec Stan, on disait aussi il n'y a pas longtemps, il va vivre un moment de difficulté. Toutes les grandes carrières, tous les grands joueurs vivent des grands moments de difficulté, toutes les carrières. Il y a des moments difficiles. Comment est-ce que tu réagis? La réaction détermine absolument tout. Dans peut-être la grande équation de réussir une carrière, talent brut, sens de l'effort, du sacrifice, et faire les bons choix de transfert de carrière. Une des composantes, c'est gestion des moments difficiles. Ils seront là forcément. L'adversité, elle demande une réaction. Et il y a un tel éventail de réactions pour moi entre désactiver les réseaux, se mettre la tête dans le guidon, travailler en silence, laisse le terrain parler pour toi, quelque part presque être excité par ce défi, ça c'est la bonne réaction, à la réaction, quelque part un peu déni de réalité, se complaire dans ce que dit son entourage, ne pas voir les choses en face, c'est pas de ma faute, déni de réalité et déni de responsabilité, ça c'est la pire réaction. Il y a tout un éventail entre ça, et ouais, j'ai mentionné le rôle de l'entourage, je pense qu'il est absolument critique dans ces moments-là. Comment est-ce que tu es câblé? Ça joue tellement. Et je pense que tous les grands sportifs, c'est cette réaction qui est au cœur de leur qualité, qui dicte tout. L'adversité révèle, et comme les moments difficiles, ils sont absolument inévitables, la réaction pour moi, tout est là-dedans. Donc avec Lamine Yamal, il y a aussi le fait que physiquement, il est touché. Ça joue beaucoup pour moi dans son niveau actuel, c'est un peu fort, mais ce match contre le Real Madrid, c'est un vrai échec. Pas beaucoup de différences faites, des 1 contre 1 refusés. Je pense que vraiment, il est très gêné physiquement, mais il faut voir la réaction. 3 matchs assez prenables pour le Barça, Elche, Bruges en Champions, le Celta Vigo. Pas facile parce qu'il manque des gars. Le Barça fait face à une crise de blessures. Rafinha toujours pas remis. Pedri out désormais jusqu'à la prochaine, après la prochaine trêve internationale. C'est pas un contexte facile pour eux. Mais la saison est longue. Il y a une Coupe du Monde au bout. La première de la carrière de Yamal. Moi, je crois à chaque mot de ce tweet. Et je crois à fond en lui. Je suis son premier supporter. Il n'y a pas grand-chose qui me fait plus vibrer en foot en ce moment qu'une passe de Pedri pour Yamal et l'anticipation de ce qui va arriver derrière. Quelque part, c'est un peu notre Ronaldinho de l'ère moderne. Le mec est capable d'inventer quelque chose à chaque prise de balle. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Il faut les chérir. Mais j'observe avec beaucoup d'attention sa réaction parce que c'est le premier grand moment de difficulté. Est-ce que ce sera ce week-end? Est-ce que c'est sur l'enchaînement des rencontres? Comment est-ce qu'il relève la tête? Ça va être critique. Troisième question, comment réparer Liverpool? Les gars, c'est quoi le problème avec les Reds? On ne peut pas les lâcher. Champions en titre, qui sortent d'un mercato à 500 millions d'achats, forcément, ça allait toujours être une des grandes histoires de la saison. 4 défaites d'affilée en Première Ligue, 6 sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Même les victoires du début de saison, il n'y en a aucune qui était véritablement convaincante. On a vu des étincelles parfois, en pré-saison, surtout. Des moments de lumière où c'était intéressant. Wirtz, ses meilleurs matchs, c'est encore la pré-saison. Mais ça fait 2 mois et demi où c'est pas excessif de dire que sur cette période, à aucun moment, Liverpool a été pleinement convaincant. Donc, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que Liverpool est aussi mauvais? Ça, c'est ma question du moment et je vais dire, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est Salah qui est cramé? Est-ce que les recrues stars déçoivent et si Wirtz, si Isak juste jouaient mieux, ce serait différent? Est-ce que les recrues non stars déçoivent? Kerkez, Mamardashvili, qui n'ont pas performé pour l'instant. Est-ce que Trent Alexander-Arnold était la pièce maîtresse, notamment dans sa liaison avec Salah? Est-ce que Liverpool l'année dernière était juste pas si fort que ça? Est-ce que la base était pas phénoménale? Est-ce que le deuil de Diogo Jota pèse encore? C'est quoi le problème exactement? Quand je regarde le match, je vois beaucoup de problèmes. Il n'y a pas juste une seule chose. Je trouve la pression ne marche pas trop.
Et c'est dû à pas mal de choses, peut-être un petit manque de jambes, notamment Salah, mais même Wirtz par exemple dans le duel physique. Ici, je pense face à Christopher Ayer contre Brentford, il se fait pas mal déménager sur le côté et la pression aboutit pas, renversement derrière, même sur ce duel aérien, Chat 2 contre Kerkez, on voit que Kerkez aussi il est en difficulté. Le build-up, le jeu placé dans le dernier tiers, Wirtz obligé de pas mal s'excentrer pour toucher des ballons, alors que d'habitude c'est vraiment entre les lignes, dans l'axe, où il est tellement dangereux. Bon, là il y a finalement du jeu axial qui est trouvé, parce qu'il y a pour le coup un bon déplacement combiné avec Mo Salah, mais Salah, sa prise de balle et sa passe, elle est directement anticipée. Je trouve Salah, il réussit quasiment rien en ce moment. C'est assez terrible. Et après, quand il y a du jeu intérieur qui est trouvé, ça c'est un petit feeling que j'aime, mais parfois les équipes redoublent trop de passes à l'intérieur, trop de 1-2 alors que tu es encore loin du but. Ça me rappelle même mon Noël il y a pas mal d'années. Je trouvais que c'est un détail, mais Lacazette fait. C'était premier passage de Lacazette et je trouvais il y avait des moments un peu trop de jeux combinés recherchés, de jeux mignons, de petits appuis, et ça te donne plus de situations où si ton jeu combiné il n'est pas parfaitement millimétré, peut-être avec beaucoup de recrues qui là se cherchent encore, ça fait des ballons perdus. Plus tu redoubles de passes, plus tu risques aussi qu'une passe soit ratée dans des zones très très dangereuses, et ça donne transition, ça donne le 2-0 sur cette ouverture pour Kevin Chat 2 dans le doute Konaté de Mikkel Damsgaard, et Chat 2 marque le 2-0 contre Mamardashvili. Pas impérial là-dessus. Je trouve la relation Kerkez-Gakpo, elle marche pas beaucoup non plus. Juste du 1-2 simple, dédoublement à l'intérieur, c'est coupé. Kerkez en difficulté, tout le monde en difficulté. Salah, il y a vraiment un gros problème. Physiquement, il n'est pas du tout. Se fait prendre là, techniquement, c'est difficile. Liverpool est clairement malade. Jusqu'à ce qu'il guérisse, ce sera une de nos questions semaine après semaine, parce que c'est une des histoires les plus importantes de la saison. Ma quatrième question, plus positive. Est-ce que Lennart Karl, finalement, est en train de vivre son breakout anticipé? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on faisait cette vidéo sur les 10 breakouts du début de saison, et Lennart Karl, il avait juste une mention honorable à la fin, parce que je disais, même si c'est très intéressant, le temps de jeu cette saison, avec Michael Olise devant lui, ça va être difficile. Il ne va pas pouvoir avoir vraiment son 1000-1500 minutes ou plus pour vraiment prouver sa qualité. Finalement, si. Avec une position, notamment en dernier match, où il est plus axial, ou Michael Olise est plus axial. Finalement, Olise peut pas mal jouer en dissocié avec l'absence de Musiala. Finalement, il y a du temps de jeu pour Lennart Karl. Et alors, on avait beaucoup parlé de Lennart Karl, élu rookie du mois. On en avait beaucoup parlé en pré-saison. Un bon petit mardi soir devant le Lennart Karl Show, comme contre Zurich, où il avait ouvert son pied magnifique. Le match avec Kouziazare, avec Wisdom Mike, il était top. Contre Tottenham aussi, sa qualité de pied est absolument phénoménale. Et maintenant, il est sur toutes les miniatures de la Bundesliga, du Bayern. Il est vraiment en train de percer. Et que ce soit contre Gladbach, quand il entre en jeu à un quart d'heure de la fin, et qui sort sa classique, rentre à l'intérieur, ouvre le pied, magnifique frappe. Derrière, la titularisation contre Bruges, et au bout de 4 minutes, pour moi, sa plus belle action pour l'instant, entre 3, percussion à l'intérieur, et au bout de sa course, réussit à ouvrir le pied, là encore une fois. Donc il a sa classique, mais celle-là, elle était tellement dure à sortir à pleine vitesse. Il est très fort, il est assez spectaculaire. Son idole, apparemment, c'est Martin Ødegaard. Beaucoup de gens sont en train de faire le parallèle, bien sûr, avec Robben ou avec Michael Olise. Lennart Karl, 1m68, pour moi, il y a aussi un petit peu de un Lorenzo Insigne gaucher. Est-ce qu'il peut aller plus haut encore? C'est absolument fou ce qu'il est en train de faire à 17 ans. Est-ce qu'on le verra, Lennart Karl même, je sais pas, à la Coupe du Monde? On a posé la question à Vincent Kompany apparemment. Il a ri, enlevé un petit peu de pression, mais les gars de Nagelsmann, ils pourraient bénéficier de la lumière de Lennart Karl. Peut-être, s'il continue sa saison à ce niveau-là, c'est peut-être ce qu'il attend au bout, au moins une place dans les 26. Le Mayoulou du Bayern, ou enfin, le breakout. Pas pour lui, mais ce serait... vraie question pour nos amis bavarois. La Juve a-t-elle raté le coche? C'est ma 5e grande question.
parce que pour eux, après cette défaite contre la Lazio, donc derrière, ils ont eu une victoire, mais ils ont perdu Tudor viré après ce match. Maurizio Sarri qui joue un mauvais tour à son ancien club. La Lazio, aucune victoire en Champions, classement difficile, sur 96, ils sont assez catastrophiques dans les 5 championnats majeurs. Ça tourne assez mal à la Juve. Et je me souviens du début de saison dernière, on était assez enthousiastes sur eux. Il y avait eu cette première victoire contre Como. Le mercato, il était intéressant. Thiago Motta pris. Le deuxième cycle d'Allegri enfin conclu. Et là maintenant, un coach jeune, moderne, prometteur, avec des idées fraîches. Le mercato qu'ils avaient fait, ils avaient acheté pour 200 millions Coupe Minor 60, Douglas Luiz 50, Kefren Turam, Chico Conceição, Nico Gonzalez en prêt, Di Gregorio, le gardien de Monza, qui était un des meilleurs gardiens de Serie A sur l'année précédente, peut-être élu meilleur gardien tout court même, aucune recrue de plus de 26 ans, l'émergence de Kenan Yildiz, et en plus les retours de prêt de 2 joueurs dont on avait parlé cette saison-là dans les mecs à suivre, Dean Huijsen et Mathias Zule, qui revenaient. Dean Huijsen, après 6 mois à la Roma, qui avait été relativement intéressant. Mathias Zule qui a fait une saison pleine à Frosinone, genre 3000 minutes et une dizaine de buts, un truc comme ça. L'avenir était radieux. Bon, personne ne peut le prédire tout à fait, mais en tout cas, il était intriguant. Malheureusement, sur cet été, ils vendent Huijsen 20 millions à Bournemouth, Zule 25 à la Roma, même Moisken 13 à la Fio. Tout ça, c'était il y a à peine 1 an. En une saison, Huijsen est devenu le central crack de la planète, vendu 70 millions au Real. Mathias Zule a poursuivi sa progression. C'est aujourd'hui le joueur offensif de la Roma, un des plus intéressants du championnat. Et Moisken, la rédemption complète, la renaissance. C'était, je pense, notre joueur zombie de la saison dernière dans les We Lose. 25 buts la saison passée, 19 en Serie A, a retrouvé la sélection. Et les 4 derniers matchs de l'Italie, d'ailleurs, il a planté à chaque fois. Sa cote est passée de 14 à 50. C'était juste un été un petit peu catastrophique dans le sens des départs pour la Juve. Ils ont aussi vendu Barrenechea, 8 millions à Villa, Conny de Winter, 11 millions au Genoa, qui maintenant est à Milan. Beaucoup de ces mecs étaient soit formés, soit passés par la Juve Next Gen. Vraiment, il y avait des talents. Aujourd'hui, alors, c'est du foot fiction et peut-être c'est pas exactement ça le... Mais aujourd'hui, il pourrait peut-être avoir un axe avec un trio offensif, Kenan, Zule, Ken, un double pivot, Kefren Turam, Barrenechea, un axe central, Huijsen de Winter, Bremer, j'adore, beaucoup blessé. Tout ça, c'est des joueurs qu'ils avaient sous contrat, certains étaient passés par leur académie. Ça ressemble quand même à un été, l'été dernier, bien raté. Et aujourd'hui, honnêtement, leur effectif, du coup, il a beaucoup de problèmes. Il y a pas mal de bois mort. Je pense pas qu'ils vont profiter de la fenêtre Kenan Yildiz. Parce qu'avec son niveau et avec le niveau actuel de la Juve, je vois aucun monde où il reste encore 1 an de plus. Je pense l'année prochaine. Pourquoi pas le Bayern pour déjà réfléchir à la suite après Luis Diaz. Pourquoi pas la Première Ligue. Si le Barça avait des moyens, ça les intéresserait beaucoup. Avec des si, on refait le monde, mais il y avait peut-être beaucoup mieux à faire sur ce mercato dernier où Coupe Miners, Douglas Luiz, les 2 pour 110 millions, et les ventes de Huijsen, Mathias Zule, Ken, de Winter, Barrenechea, pour pas grand-chose. Il y avait la place, alors qu'aujourd'hui, je trouve ça va être très très difficile pour eux de challenger pour le titre, revenir dans cette conversation, alors que peut-être qu'ils ont raté le coche. Ça, c'était mes 5 grandes questions. Les 5 petites, est-ce que Sunderland est déjà sauvé ? C'était une de nos équipes à suivre du début de saison avec ce mercato très très ambitieux. Ils avaient apparemment pas pour ambition de juste limiter la casse, redescendre en Championship, faire l'ascenseur. Quel départ pour Sunderland, qui est 4e de Première League, qui vient de battre les Wolves et Chelsea avec ce but dans le Money Time, ouverture de Geertruida pour Brian Brobbey, un but qui a beaucoup fait kiffer mes fans de l'Eredivisie. Déviation pour Shemzin Talbi, un but Beneliga.
2-1 pour Sunderland au Bridge. Ils sont sur 3 victoires sur leurs 4 derniers matchs. Et ils ont un top effectif. Habib Diarra, Talbi, Sadiki, Isidore, qui est en train de faire un top début de saison. Ça me fait grave plaisir pour lui. Franchement, est-ce qu'ils ont fait le plus dur ? Ils ont été sortis de la Cup en plus par Huddersfield, parfait, de la League Cup en début de saison, très bien. Moins de matchs à jouer pour eux. Ils sont pas mal. Ils sont en train de faire une des meilleures saisons de l'histoire récente pour un promu en Première Ligue. Est-ce qu'ils peuvent viser plus que ça encore ? Je pense que le maintien, ça leur irait très bien, et dans une moindre mesure. Leeds, Burnley aussi, qui sont montés. Ils ont déjà, pour Burnley, 5 points d'avance sur la zone rouge, Leeds 6. Burnley a gagné ses 2 derniers matchs. Ça se passe pas trop mal pour eux, ils sont en train de profiter du gros déclin et du gros faux départ des Wolves, de West Ham, de Nottingham Forest. Est-ce qu'on pourrait avoir les 3 promus qui se maintiennent alors que la saison dernière, ils étaient redescendus avec un total de points catastrophique ? En tout cas, Sunderland est en train d'ouvrir le bal. Que prépare Gasperini à la Roma ? La Roma, c'est pas mal du tout. Ils sont dauphins du Napoli avant cette journée à égalité de points avec Naples, 21. Ils ont la 2e meilleure défense des 5 championnats majeurs, seulement un but de plus pris qu'Arsenal. Mais juste, c'est la Roma de Gasperini. Et j'en ai parlé avec Stan l'autre jour, mais son Atalanta, c'était quand même quelque chose de très différent. Entre 2018 et 2021, ils sont 3 fois de suite la meilleure attaque d'Italie. En 2019-2020, ils établissent le record de buts marqués en Serie A, 98. C'était seulement la 3e meilleure attaque des 5 championnats majeurs derrière City et le Bayern. Bon, on va voir pour la Roma sur les prochains matchs, mais ça ressemble pas du tout à une équipe Gasperini. Ils ont plutôt des bons joueurs offensifs. Mathias Soulé, qui lui, pas de problème, est en train de faire ses stats. Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Evan Ferguson, que Gasperini aime pas trop. Il a dit qu'il s'est entraîné pour la première fois correctement l'autre jour. Donc on verra s'ils ont moyen de tirer un petit peu plus de ce qui était un des avant-centres avec le plus gros potentiel quand il était à Brighton il y a quelques années. Depuis, ça n'a pas trop marché. Ils ont pris Leon Bailey pour genre 30 millions, si je dis pas de bêtises, cet été. Ouais, non, c'est un prêt avec, mais peut-être avec obligation d'achat. C'est Dovbyk, pardon, qui a été acheté 30 millions l'année dernière. Donc ouais, ils ont fait de gros renforts offensifs. Mais en vrai, c'est plus l'équipe de Manu Koné, Cristante, Hermoso, Ndika, Miles Villar, qui est un des meilleurs gardiens de Serie A. C'est plus leur équipe, une équipe de défenseurs. Ça leur irait très bien s'ils accrochent la Champions, qu'ils n'ont pas joué depuis 2019. Mais intéressante, cette Roma de Gasperini. Pas où on l'attendait, mais tout en haut du classement. Alors, ma 3e petite question, c'était quelque chose que je prépare depuis un moment maintenant. Où doit signer Hendrik cet hiver ? Même je suis en train de faire une vidéo sur les transferts du mercato hivernal, etc. La première case que j'ai créée, c'est pour Hendrik. 0 minutes de temps de jeu cette saison sous Ancelotti, que des zéros de partout. Il lui faut du temps, il a 19 ans, le secteur offensif du Real Madrid s'est totalement barré. Où est-ce qu'il doit signer ? Eh ben apparemment chez nous, et apparemment ça se précise. Fabrizio Romano même en a parlé. J'entends parler d'aucun autre club, donc il arrive, trop cool. On a besoin d'un neuf, il a du talent. Et pour les joueurs du Real Madrid comme ça, très jeunes, prometteurs, offensifs, mais qui peuvent pas avoir du temps de jeu encore, le prêt c'est clairement la solution. Je pense à Martin Odegaard, je pense à Nico Paz, qui a été vendu mais avec clause de rachat, même Kubo à une époque. Il faut redescendre d'un étage. Pour nous, je pense, c'est très bien. En plus, il y a l'exposition quand même des premières places de Ligue 1, l'Europa League. Et il va jouer tous les matchs, a priori, toutes les minutes. Donc ouais, ça me convient très très bien. On a la tradition brésilienne. On a fait la même chose pour eux avec Mariano. On a un encadrement technique lusophone, Paulo Fonseca et son équipe. Donc ouais, je pense très curieux. J'espère que ça se concrétise et ça me rendrait très heureux. Ma 9e question, est-ce que cet homme, Michael Kayode, est le Rory de l'app moderne ?
il y a 2 ans et demi, dans une vidéo, je pense, soit joueur à suivre, soit peut-être la draft de Serie A. Mais on avait parlé de Michael Kayode, qui avait été buteur, le seul buteur en finale de l'Euro U19 pour l'Italie, et qui était en train de percer avec la Fio. Il est désormais à Brentford, Michael Kayode. Et dans ce Brentford des touches longues, dans cette première ligue des touches longues en général, mais dans ce Brentford des touches longues, si vous avez vu les touches de Michael Kayode, c'est quelque chose. Il sort la serviette ici contre Liverpool. Quelle distance! Ça, c'est le but de l'ouverture du score. Brentford gagne ce match. Touche, déviation premier poteau, Tango Ouattara dans le but vide. Et Rory Delap avec Stoke à l'époque. Ça avait été le premier, le fameux lanceur de javelot. Bon, ses touches à lui, elles étaient quand même assez spéciales. Tellement plates, tellement les trajectoires si tranchantes. Mais Brentford et les touches, c'est une histoire qui remonte depuis un moment. Donc, Rory Delap, c'était Stoke, mais Brentford, Ted Knutson, Statsbomb, les touches longues, dès leur premier match en première ligue de leur histoire, le deuxième but qu'ils marquent contre Arsenal, je me souviens d'avoir regardé ce match en direct, c'était Brentford en PL, c'était la belle histoire. Ils gagnent, ils battent Arsenal. Le deuxième but, ils le marquent sur une touche longue. D'ailleurs, d'un mec qui est maintenant à Arsenal, Christian Norgard. Mais Michael Kayode, vraiment, et ce Brentford très 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 moderne, assez spectaculaire. Ces touches longues, il a été élu joueur du mois d'août par les supporters et il est une menace avec ses bras. Enfin, Leipzig est-il de retour? Saison catastrophique la saison dernière, termine 8ème, pas de Coupe d'Europe. Mais là, je pense qu'ils sont en vrai la deuxième meilleure équipe d'Allemagne. Ole Werner, coach de 37 ans, qui est arrivé en provenance du Werder Bremen, avant ça Holstein Kiel, il est en train de faire un top taf à Leipzig. Et depuis leur match d'ouverture contre le Bayern et cette grosse défaite 6-0, où on se disait, oula, ils sont peut-être repartis pour une saison difficile, ils n'ont plus perdu. Et ils ont même mis quelques gifles, 6-0 à Augsbourg, en coupe aussi. En vrai, ils sont assez forts. Ils ont des séquences de grande classe. Là, Ridley Bakou, Ouedraogo, appui sur Baumgartner, finition, mettre 6-0 à Augsbourg chez eux. C'était un été où, en plus, après cette saison difficile, ils perdent Šeško, Xavi Simons, Openda, et même leur talisman, le plus grand joueur de leur histoire, qui s'en va, enfin, entre guillemets, Youssouf Poulsen, lui et Forsberg, les deux grands joueurs, grandes légendes de l'histoire du RB Leipzig. Et bah franchement, ils sont en train de faire une top saison. Et on avait parlé de Yann Diomandé l'autre jour. Spencer Mossman, sur Twitter, a fait un petit diagramme de veine où apparemment, il est tout seul dans son monde entre les joueurs qui ont touché le plus de ballons dans la surface de réparation, qui ont réussi le plus de dribbles par 90 minutes et le plus de portée progressive. Lui, il est au centre. Il y a Yamal sur le côté, Vini, Cherki, Mbappé. Et au centre, Yann Diomandé, qui est une machine à percussion, qui est encore plus en train de s'imposer. J'aime beaucoup Hassan Ouedraogo aussi, qui lui aussi peut-être 19 ans, milieu central d'1m91, très prometteur ce qu'il est en train de montrer. Peut-être il a une place à aller chercher pour la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Leipzig joue pas la Champions. Ils sont actuellement 3e de Bundesliga, mais ils ont un match en moins que Dortmund. Ils peuvent repasser devant. Ils sont en train de faire un début de saison vraiment à suivre. Donc ouais, peut-être qu'ils sont de retour. Voilà pour mes 10 questions. Voilà pour ce petit podcast pour ouvrir le week-end tranquille. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dès demain pour le prono de Paris-Bayern. Et après ces semaines de Champions, donc il va y avoir beaucoup de choses à raconter. Ça va être un kiff. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end. Et on se dit à bientôt. Bisous.